bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre espace économique sur Canal Algérie. L'heure écho qui aborde ce soir une thématique qui vous intéresse, la finance islamique. Nous allons découvrir dans un premier temps quels sont les nouveaux produits proposés par nos banques. Nous allons vous parler des taux d'intérêt appliqués, le rôle de la finance islamique dans l'inclusion financière. Nous essaierons également avec nos invités de faire un premier bilan de la finance islamique en Algérie et nous verrons comment ces formules attirent de nouveaux clients, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Nous revenons sur une convention signée entre le Crédit Populaire d'Algérie et la société Algérie Cybermarket qui permet de proposer en ligne des crédits à la consommation conformes à la charia via la plateforme électronique Tejhis. Le rôle de la finance islamique dans l'inclusion financière, c'est le titre que nous avons choisi pour cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Mazari Sofiane. Vous êtes chef division finance islamique au niveau du Crédit Populaire d'Algérie. Nous revenons avec vous sur un certain nombre de questions, à commencer par la différence entre la finance islamique et la finance traditionnelle. Abdelghani Akouch, vous êtes gérant de la société ACM, Algérie Cybermarket. Vous allez nous dire dans un instant comment votre entreprise, votre plateforme permet aux Algériens d'acheter en ligne avec un taux peut-être bonifié. Oui. Mohamed Achir, vous êtes enseignant en économie à l'université Mouloud Maamri, vous êtes consultant sur Canal Algérie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis nous allons revenir à intervalles réguliers avec vous. Vous allez nous dire l'impact et l'importance de la finance islamique dans notre économie. Merci à tous les trois de participer à cette émission L'heure écho. Avant de vous donner la parole, je tiens à préciser que nous avons lancé une invitation aux représentants du BNA, la Banque nationale d'Algérie, mais ils n'ont pas répondu à notre invitation. Et je commence avec vous pour cette première question, Monsieur Mazari Sofiane. C'est une question que nos téléspectateurs se posent peut-être jusqu'à maintenant. Quelle différence entre la finance islamique et la finance traditionnelle, avec des mots simples, avec une explication très simple, si vous pouvez? Alors tout d'abord, pour un peu illustrer la différence entre les deux types de finances, il faut savoir qu'en finance islamique, on ne prête pas d'argent. Les banques ne prêtent pas d'argent. Les banques sont partie prenante dans des transactions commerciales. Contrairement à la finance classique où il y a des opérations de prêt moyennant des taux d'intérêt, alors qu'en finance islamique, la banque islamique va être partie prenante dans des transactions commerciales du type. Par exemple, si on est dans l'immobilier, la banque va acheter le bien immobilier qui est souhaité par un client donné et le revendre au client moyennant une marge et donc un paiement à tempérament. Ou alors, deuxième schéma possible, c'est acheter le bien auprès du promoteur immobilier ou du particulier et le mettre en location au profit du client sur une certaine durée. Là, ça, c'est une première différence. Donc, on ne prête pas d'argent, on est partie prenante dans les transactions commerciales. On achète et on revend, ou alors on achète et on loue, ou il y a d'autres formules également qu'on peut citer plus tard. Sinon, la deuxième différence, c'est que c'est une espèce de finance qui, avec le témoignage de beaucoup d'experts à l'international et beaucoup de marchés, c'est une finance qui est caractérisée ou qui est classée parmi la finance éthique. Et ça, c'est du fait de la transparence de ces contrats, de la complétude de ces contrats également. Et en définitive, le client qui veut acheter un bien à travers du financement islamique, il sait à quoi s'en tenir, il connaît très bien ce qu'il doit payer et il ne va pas avoir de surprise au cours de la durée de financement. Sinon, c'est également une finance qui permet aux opérateurs économiques ainsi qu'aux particuliers de participer dans les revenus qui sont générés par l'activité banque islamique. Par exemple, nos déposants qui ont souscrit à des comptes d'investissement, ça peut être des livrets d'épargne ou alors des dépôts à terme ou différentes formes, vont participer avec la banque en tant que co-investisseurs dans les revenus qui vont être générés par un portefeuille d'investissement ou de placement ou de financement qui est donc géré par la banque. Et à partir de ce moment-là, si la banque réalise des profits importants,
elle va partager ça avec ses clients. Nous allons avoir maintenant l'avis de notre économiste. Nous avons vu la différence entre la finance islamique et la finance traditionnelle. Mohamed Hachir, est-ce qu'il y a un avantage comparatif entre la finance islamique et la finance traditionnelle? Oui, effectivement. D'abord, il a bien expliqué notre ami de CPA, M. Mazari, un peu les principes de la finance islamique. Effectivement, la finance islamique, elle a des principes différents de la finance conventionnelle ou la finance traditionnelle ou bien la pratique bancaire traditionnelle. D'abord, la différence est même fondamentale en termes de la perception de l'acte d'investir et de l'acte aussi d'épargner et de consommation. La finance islamique, d'abord, pourquoi elle a une finance islamique? C'est une finance éthique, effectivement, mais qui est basée sur des préceptes de la charia islamique. Donc, elle est en quelque sorte encadrée par un cadre de la religion islamique. Donc, c'est une finance d'abord qui interdit fondamentalement l'usure. Ça, c'est fondamental dans cette finance islamique. Et puis, c'est une finance qui est basée plutôt sur le partage des profits et des pertes. Ça, c'est fondamental. Donc, parce que ce qui fait la différence entre la finance islamique et la finance conventionnelle, ou bien la pratique bancaire conventionnelle, c'est cet esprit de prise de risque. La finance islamique, il est en plein esprit de prise de risque. Son principe fondateur aussi, c'est cette prise de risque. Donc, il permet à des agents économiques, donc des ménages, des entreprises, enfin des agents à capacité de financement, de prendre des risques dans des projets d'investissement comme la murabaha, la mudaraba, etc. Et même dans des pratiques un peu qu'on pourrait qualifier de ijar ou bien de leasing. Donc, c'est une finance aussi qui interdit les asymétries informationnelles et les pratiques très court-termistes de spéculation. D'ailleurs, c'est le problème actuellement de la finance mondiale ou bien de la pratique bancaire mondiale. C'est que nous sommes arrivés à une situation dans laquelle la financiarisation de l'économie mondiale a créé un fossé avec l'économie réelle. Exactement, et ça crée des bulles financières qui explosent à intervalles réguliers, qui créent justement des crises économiques qui sont profondes. Tout à fait, c'est ça. Donc, et fondamentalement, si on revient à la philosophie des deux modes de financement, donc il est là, parce que une finance spéculative, très court-termiste, dont les incertitudes sont énormes, et dont aussi l'asymétrie informationnelle aussi est énorme. Donc, ce qui crée une certaine pratique, une certaine accumulation à long terme qui fait le décalage carrément entre même l'esprit de produire et l'esprit d'en avoir l'argent, c'est-à-dire l'argent par voie spéculative, sans pour autant fournir un effort du travail. Ce qu'il faut rajouter, M. Hachir, c'est que c'est très technique d'abord. Pour comprendre la finance islamique, il faut, pour avoir assisté à plusieurs séminaires et conférences, c'est très technique. Oui. Et ce qu'il faut rajouter et expliquer aux téléspectateurs aussi, exactement, c'est que la finance islamique est basée aussi sur le profit. Mais bien sûr, non, c'est quand on dit finance éthique, finance islamique, donc selon les préceptes de la charia, ça ne veut pas dire que c'est de la charité. C'est une finance qui a de l'ingénierie financière, parfois complexe. Si c'est-à-dire on prend un peu la pratique des soukouk, etc., dans les marchés financiers, c'est complexe. Hein, et ils ont des indices aussi. Hein, Abdelghani Akouch, vous avez signé une convention avec le Crédit Populaire d'Algérie, mais pas avec uniquement le CPA, avec d'autres banques aussi. Et vous, ce que vous faites, vous avez mis en place une plateforme qui propose un crédit à la consommation pour tous les clients. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société AGA Cybermarket, elle a fait de la facilité de paiement depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que pendant ces 20 années d'expérience, on a à peu près joué le rôle d'une banque d'une façon indirecte. Ça, on faisait ça sur fonds propres. Maintenant, avec l'avènement de la finance islamique et le partenariat avec les banques, donc ça nous a permis un petit peu de souffler d'un point de vue trésorerie et puis de toucher une large clientèle.
Donc l'objectif de la société à travers ce partenariat, c'est bien sûr d'abord de développer la finance, développer le portefeuille client de la société et de la banque, parce qu'on est c'est un partenariat, et également d'offrir aux clients, ça c'est le point le plus important, de lui offrir la possibilité d'acquérir des biens à un moindre coût. Moindre coût, ça veut dire que le client paye sur une durée qui peut aller jusqu'à 36 mois, voire plus dans certains cas. Et tout en étant à l'aise du point de vue religieux. Parce que là, on est quand même en Algérie, les choses se sont développées et la population cherche quelque part à avoir cette aisance, ce repos moral par rapport à la finance, par rapport au crédit. Et justement, nous allons voir ça en images. Justement, il y a un reportage pour nous expliquer tout cela dans un monde où les clients sont de plus en plus dans la mobilité. Vous le savez, le Crédit Populaire d'Algérie a signé une convention de cadre avec une jeune entreprise, Algérie Cybermarket, qui a lancé Murabaha Tejhiz, un produit islamique qui permet aux clients algériens, qui soient clients chez une banque ou pas, d'avoir justement ou d'acquérir des produits. C'est un reportage signé Yasmine Messaouti. Après avoir vu une publication sur les réseaux sociaux, Selim s'est rendu dans ce showroom situé à Alger pour s'enquérir des derniers services proposés par cette entreprise concernant la vente par facilité. Ce qui a le plus attiré l'attention de ce client, c'est les crédits dans le cadre de la finance islamique. Je suis présenté aujourd'hui ici pour avoir mieux de détails sur le financement de Serf al-Islamia. Donc c'est vraiment intéressant. La particularité de ce financement, c'est qu'il est conforme à la charia. Donc le client est vraiment sur le plan éthique, il est à l'aise. Donc il sait que quand qu'il a ce genre de financement, donc selon ses principes, il est vraiment à l'aise, il est conforme. Et puis il peut acquérir ce genre de finance, ce genre de biens sans se soucier de cet aspect-là de la conformité chariaque. Pour être éligible, le client doit répondre à un certain nombre de critères. Pratiquement tous les salariés, toutes les professions libérales justifiant d'un revenu acceptable et constant, on va dire constant, donc qui ont cette solvabilité financière. Donc les clients disposant d'un revenu à partir de 30 000 dinars peuvent acquérir et pour recourir à cette solution de financement. De plus en plus demandée par les clients, la finance islamique a connu une forte progression ces dernières années. Plusieurs banques se sont mis à proposer des services dans ce sens, à l'instar du Crédit Populaire algérien. La finance islamique, elle est conforme à la charia. C'est-à-dire comment que ça se passe? Il y a des contrats à signer, il y a un contrat d'achat où on achète le matériel, il y a un contrat de vente où on le vend au client, à notre client, avec diverses marges bénéficiaires. Il y a la marge bénéficiaire pour l'équipement particulier, elle est à 8%. Il y a la marge bénéficiaire pour l'équipement professionnel, elle est à 5,75. Il y a une marge bénéficiaire pour l'immobilier, elle est à 5,75 aussi. Au niveau de chaque agence, des banquiers chargés de la finance islamique s'attellent à présenter et à expliquer aux consommateurs les modalités des nouveaux produits conformes aux préceptes de la charia islamique. Voilà pour ce reportage. Nous allons revenir maintenant sur plein de questions. Nous allons peut-être d'abord commenter ce reportage avec vous. Nous avons vu les différentes formules proposées par le Crédit Populaire d'Algérie. Effectivement. Donc, pour reprendre un petit peu ce qui a été présenté, ça concerne les crédits ou les financements Murabaha Tejhiz qui vont permettre un peu aux gens d'acquérir des équipements ménagers ou même de l'ameublement à travers des financements à court terme. Donc, ça peut aller jusqu'à 36 mois. À travers donc des contrats Murabaha. Mais il y a également des contrats Murabaha pour l'immobilier, pour l'acquisition de biens immobiliers, pour les particuliers. Et nous avons aussi une offre pour quand il va y avoir bientôt les voitures sur le marché fabriquées localement. Nous avons également la Murabaha auto, donc pour financer l'acquisition de véhicules et de motocycles également. Donc ça c'est pour les particuliers nous avons également, on vient de lancer une offre corporate, donc pour les entreprises, pour financer les investissements des entreprises.
donc notamment les investissements en immobilier, donc à travers de la Ijara Muntahiya B'Temlik pour les opérations immobilières, et également de la Murabaha équipement, donc pour les investissements en équipement pour les entreprises. Et nous avons une troisième catégorie qui sont les professionnels, pour qui on offre également du financement de l'immobilier, mais également du financement des équipements. Monsieur Akouch, il faut rappeler peut-être aussi le nom de la plateforme, c'est tejhis.com.dz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi comment ça marche? Parce qu'on a vu un client, on a vu la plateforme, mais vous savez, en 2 minutes, 3 minutes de reportage, on n'a pas le temps pour tout expliquer. Ok, voilà. Donc, il faut que le client, il a en fait 2 options. Soit il se présente au showroom, comme on l'a vu sur le reportage. Sinon, il peut facilement rentrer sur le site tejhis.com.dz. Là, il y a toute la procédure. Donc, il peut choisir son produit ou les produits dont il est intéressé, remplir un formulaire qui est un formulaire réduit, enfin en termes d'information, et il peut même télécharger son dossier et l'envoyer via le site internet, qui est automatiquement récupéré par le back-office de la société. On traite le dossier rapidement, donc on voit un petit peu l'éligibilité d'abord des produits. Donc les produits doivent être fabriqués en Algérie ou la montée en Algérie, donc c'est une condition importante. Voir la capacité de financement du client, et puis on verra est-ce qu'on ne doit pas dépasser les 30%. C'est des conditions obligatoires. Et on n'est pas obligé d'être client non, chez il n'y a aucune obligation d'être CPA client au niveau du CPA. L'essentiel qu'il a un revenu stable et fixe. Et on peut vérifier ça à travers son attestation de travail, un certain nombre de documents professionnels. Une fois qu'on a vérifié ces informations, on transmet le dossier à la banque pour une dernière vérification. Ils vont revoir un petit peu d'abord la capacité, donc ça c'est comme si c'est la banque qui finance, donc ils revoient la capacité de financement du client. Ils voient aussi s'il n'a pas d'endettement ailleurs, enfin un endettement dont on n'est pas au courant. Et c'est validé assez rapidement. Une fois validé, donc on est informé de la validation du client et ce dernier est directement livré. Donc on prend en charge la livraison au prix du client. Et puis le remboursement, en fait, se fait directement du client, entre le client et la banque. Donc nous, notre mission, c'est limite à étudier le dossier, à livrer le client. Voilà. Peut-être une précision, c'est qu'une fois le financement accordé, donc on s'assure de la solvabilité du client, on va procéder à l'acquisition du bien auprès de notre partenaire et à sa revente à notre client. Et donc, nous, on va libérer le partenaire, on va payer donc la contrepartie du bien à notre partenaire et nous allons donner la possibilité à notre client de payer son équipement dans le temps, donc à 12 mois ou 24 mois ou même à 36 mois. Monsieur Mazari, le titre de cette émission, c'est le rôle de la finance islamique dans l'inclusion financière. Est-ce qu'on peut revenir aujourd'hui avec des chiffres, avant de donner la parole à Monsieur Achir, sur votre expérience, l'expérience du Crédit Populaire d'Algérie, depuis le lancement de cette formule, de ces fenêtres, jusqu'à aujourd'hui? Excellent. Donc, effectivement, c'est une expérience assez intéressante, du moment que, en très peu de temps, on a vu un engouement pour ce type de produit. Les gens sont très intéressés par ce type de produit, ils veulent s'informer par rapport à ce type de produit. Et nous avons vu également, nous avons pu enregistrer dans nos comptes, par exemple, au jour d'aujourd'hui, quelque chose comme 26 000 à 27 000 clients. Qui ont déposé en termes de dépôt quelque chose comme 17 milliards de dinars. Nouveaux clients ? Nouveaux clients. 17 milliards de dinars. Et il y a un engouement pour ce type de produit du moment que les gens sont très intéressés, par exemple, par le financement de l'immobilier également, mais également par le financement auto qui va venir très bientôt. Mais il y a également la catégorie d'entreprises qui sont intéressés par ce type de produit. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on a lancé donc, un certain nombre de produits à cette catégorie-là pour financer leurs investissements. Et c'est ce qui va, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport en finance islamique, dans une banque islamique, le rapport entre le client et sa banque est un peu différent du rapport du client et la banque classique, du moment que la plupart de nos clients en banque islamique, c'est des
co-investisseurs, ils ont des comptes d'investissement. Et donc nous, on gère un portefeuille de financement et de placement et d'investissement qui va nous permettre de générer des profits qui vont être redistribués et partagés avec notre clientèle. Et ça instaure une espèce de relation un peu différente de la relation classique de prêteur et emprunteur. Monsieur Hachir, donnez-nous votre regard d'économiste sur ces chiffres. Monsieur Mazali vient de parler de 17 milliards de dinars depuis le lancement de ces formules. Je pense, à travers toutes les banques algériennes, on a dépassé les 500 milliards de dinars. Vous me corrigez si je me trompe. Pour les banques islamiques, effectivement, c'est à peu près 550 à 600 milliards de dinars. Monsieur Hachir. Je crois que c'est très très important comme masse mobilisée, ou bien épargne de la finance islamique. Si on arrive à ce niveau d'inclusion déjà, il y a au moins 2 ans, depuis, la finance islamique existait en Algérie depuis le début des années 90. Mais il a été beaucoup plus associé à une finance participative, avec le règlement du 4 novembre 2018. Après, avec le règlement de la Banque d'Algérie, le 2020-02, de 15 mars 2020, c'est ça. Donc, c'est officiellement qu'on l'a dénommé finance islamique. Et donc, si on arrive déjà à ce niveau de mobilisation d'épargne et d'engouement, comme il a été signalé, donc, je crois que ça va aider énormément notre économie qui souffre bien entendu, d'abord qui souffre du cash tout simplement, le ratio masse, je veux dire le M1, la base monétaire, c'est-à-dire le cash, tout ce qui est espèces et les comptes à vue, dépasse, je crois, les 37%, selon le dernier rapport de la Banque d'Algérie, par rapport à 37% du PIB qui circule quand même en cash. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est une forme de fragilité un peu du système bancaire. Donc, d'où la nécessité d'une bancarisation de masse, d'où la nécessité d'une inclusion financière, c'est-à-dire introduire même d'autres produits financiers, d'autres produits bancaires, même des produits d'assurance. Donc, ça aiderait beaucoup notre économie, qui a aussi cette grande partie informelle, et cette grande partie informelle qui circule hors circuit bancaire. Donc, c'est au détriment d'abord de la croissance économique, c'est au détriment de la formalisation de toute une activité économique. Donc, c'est un manque à gagner énorme pour le trésor public, en termes bien sûr de recettes fiscales ordinaires. Si on estime à 50% du PIB les transactions informelles ou bien l'économie informelle carrément, donc cela veut dire que celui qui paye l'impôt, il le paye 2 fois. Donc c'est une manière aussi de récupérer tout cet argent qui d'ailleurs, même dans la loi de finances pour 2023, il y a une mesure d'incitation aussi à l'inclusion fiscale via justement une obligation de paiement par chèque, par exemple pour les montants dépassant les 1 million de dinars. Donc il y a d'autres mesures, c'est-à-dire. Mais là, la finance islamique, parce que nous avons un phénomène aussi un peu négatif dans notre économie, c'est cette thésaurisation, c'est-à-dire les ménages préfèrent garder leur argent chez eux, et donc il y a très peu d'éducation financière. C'est un problème, l'éducation financière. C'est vrai, maintenant, il y a maintenant, de point de vue de la charia, donc, et on respecte les préceptes de la finance islamique, donc cela, maintenant, ça ne pourrait pas être un alibi pour certains. Ça encourage toute une catégorie de parce que certains, disent, voilà, on préfère garder notre argent et les faire circuler par des pratiques participatives, traditionnelles, etc., et éviter un peu un circuit de riba de la banque, etc. Mais là, il y a quand même maintenant des fenêtres qui s'ouvrent pour permettre à cette catégorie d'épargne. Monsieur Mazali veut réagir avant de donner la parole à Monsieur Akouche. Effectivement, donc, pour un peu aller dans le sens de CHR, il y a l'élément de conformité charaïque des produits financiers qui est offert actuellement par, quand même, on est une douzaine d'acteurs sur le marché, entre les 2 banques islamiques et les fenêtres islamiques au sein des banques classiques. Mais il faut dire également que les gens, au-delà des aspects peut-être charaïques,
il y a également un autre aspect qui est que, en réalité, l'offre bancaire, l'offre de produits qui est sur la place, enfin du moins jusqu'à un passé très récent, était très réduite. Pour ça que Diversifier. voilà, il y a une espèce de diversification à faire. Et puis, si les gens trouvent leur compte un peu peuvent faire des opérations diversifiées à travers leur compte bancaire, par exemple, tous les investissements qui sont en train d'être faits par les banques en termes de mobile banking, d'opérations qui peuvent se faire à distance. Ça, c'est très important. Ça permet aux gens un peu de garder leur argent dans le compte bancaire parce qu'ils peuvent en disposer à n'importe quel moment. Il y a également la carte bancaire qui peut jouer un rôle très important. Absolument. Mais il y a également les services financiers complémentaires. On parle de finance islamique. On compte également aller vers des services complémentaires qui toucheraient à la zakat, au bien waqf. On va donner la chance aux gens de participer par exemple à la construction d'une mosquée, mais à travers les circuits bancaires, etc., etc. Monsieur Akouch, dites-nous, depuis le lancement de votre plateforme, est-ce qu'il y a un engouement? Dites-nous ce que vous remarquez par rapport aux clients qui viennent frapper à vos portes. Vous avez plusieurs showrooms, d'après ce que j'ai compris, que ce soit à Alger ou en dehors d'Alger d'ailleurs. En fait, en termes de showrooms, nous avons à peu près une soixantaine de showrooms sur le territoire national. Principalement en 3 sur Alger. Maintenant, pour le comportement des clients, en fait, il y a eu une évolution. Il y a une évolution, il y avait une réticence au début, il y avait une assimilation entre finance classique et finance islamique, il y avait cette incompréhension des clients. Ils ne comprenaient pas, est-ce que vraiment c'est islamique ou est-ce que c'est pas islamique, est-ce que c'est pas du classique déguisé et tout ça. Donc les premiers temps on a eu du mal à leur expliquer et à leur faire comprendre qu'en quoi il s'agit d'une marge et que c'est vrai qu'il y a une transaction commerciale qui se fait entre nous et la banque qui est une transaction réelle et qui est facturée et puis c'est la banque est en train de revendre le produit. On va dire qu'il y a par la suite il y a eu quand même un travail de communication qui a été fait. Et puis les clients, ils ont commencé quand même à prendre conscience. Quelle catégorie de clients? On a vu un jeune se présenter au showroom. Est-ce que vous avez plus de jeunes? Non, on a plus de vieux, en fait. De pas de vieux, mais de personnes âgées, on va dire d'un certain âge. Il y a aussi les femmes qui sont intéressés parce que là en fait on cible, nous notre première cible c'est la femme parce que là on parle d'électroménager, on parle de meubles, on parle de tout ça, donc il y a aussi les femmes qui sont intéressées, qui sont plus, on va dire, qui sont plus ouvertes, qui sont plus prédisposées à ce genre d'opération. Et vous faites beaucoup de marketing justement pour toucher il faut faire beaucoup de marketing, on fait beaucoup, d'ailleurs on a lancé une émission télé-achat sur une chaîne et puis on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Ça a donné quand même un bon résultat. Nous avons 2 call centers qui reçoivent un petit peu les appels des clients, ils les orientent, ils leur expliquent. Donc on fait beaucoup de travail de proximité. Au niveau de nos showrooms, on explique aux gens. Donc il y a beaucoup de gens. Donc on forme nos commerciaux pour un petit peu pour qu'ils soient on va dire un petit peu des financiers pour expliquer un petit peu cette différence et l'avantage que le client peut avoir. Monsieur Mazari tout à l'heure parlait de véhicules parce que c'est un sujet qui intéresse énormément nos téléspectateurs. Donc, est-ce qu'avec l'arrivée de nouveaux véhicules, c'est un créneau qui vous intéresse? Oui, on s'y prépare parce que en fait, un véhicule reste un produit comme tous les autres. On va dire qui a un peu plus de marge en fait et qui est plus facile à gérer que les autres. Et plus facile à vendre maintenant. Voilà, plus facile à vendre et plus facile à couvrir aussi. Donc, on s'y prépare nous aussi par rapport à ça et puis, Inch'Allah, on pourra... Monsieur Mazari. En fait, par rapport aux véhicules, nous, ce qu'on compte faire, la stratégie qu'on a arrêtée, c'est de signer des conventions avec les fabricants. Les fabricants qui vont s'installer en Algérie ou qui sont déjà installés en Algérie et d'acheter des lots de véhicules et les revendre à nos clients, les mettre à la disposition de notre clientèle, donc à travers nos agences bancaires, nos guichets. Et je rappelle que nous avons quand même 92 guichets islamiques dans notre réseau qui sont implantés à travers le territoire national. À travers le territoire national. Et donc nous allons acheter des véhicules et les revendre à notre clientèle qui pourra donc, moyennant une marge bien évidemment,
qui pourra donc payer ce véhicule dans le temps, donc sur 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 années. Monsieur Haché, la finance islamique, c'est un nouveau souffle aussi pour l'économie algérienne et pour les banques traditionnelles? Oui, d'abord, ça s'inscrit dans le cadre de la diversification des produits bancaires et financiers. Ouais. Notre système bancaire et financier nécessite beaucoup de réformes, des réformes même radicales. Structurelles. Donc, nous sommes très en retard en la matière. Il faut offrir beaucoup de produits, beaucoup de solutions pour notre économie, pour nos opérateurs économiques, et avec une certaine diversification, par exemple des banques d'affaires, des établissements financiers spécialisés, des sociétés du capital investissement, et bien entendu, nous avons, c'est-à-dire prendre en considération l'aspect culturel de notre société, donc d'où l'intérêt de développer une finance islamique, du moment qu'il trouvera quand même son répondant dans la société. Donc, c'est dans cette vision-là, rationnelle, beaucoup plus sociale, parce que il y a une chose qu'il faudrait souligner, c'est que même l'épargnant, disons, selon les préceptes islamiques, est un épargnant rationnel, qui cherche ses intérêts, qui peut-être plus que celui qu'on retrouve dans une sphère, disons, conventionnelle ou classique. Donc, c'est les règles de la rationalité toujours. On fait même, d'ailleurs, même les banques islamiques qui sont soumises au même règlement en termes de règles prudentielles, sauf que la comptabilité, je crois, elle est séparée pour identifier justement les profits à répartir pour les comptes d'investissement islamiques. Mais là, justement, notre économie maintenant, nous avons cet avantage, je dirais, principiel. Parce qu'il est lié au principe de la finance islamique. C'est une finance de prise de participation. C'est une finance de financement du risque, de financement de projets. C'est pour cette raison que nous avons tout à gagner si nous allons développer davantage de fonds d'investissement islamiques dans notre pays. Si nous allons développer des instruments financiers au niveau de la bourse d'Alger, comme les soukouk par exemple. Et parce que on dit dans les marchés financiers, et il n'y a de marché primaire que parce qu'il y a un marché secondaire. Exactement. Donc c'est là, parce qu'il faut lui donner aussi une certaine mobilité à cette finance, une certaine liquidité. Voilà, j'utilise un peu le terme bancaire. Tout ça, ça va donner un engouement davantage pour investir davantage, pour acheter des actions, des actions qui s'adaptent un peu à cette finance. Et pourquoi je parle de principe qui est fondateur de cette finance, qui est très important pour notre économie et pour toute l'économie mondiale d'ailleurs. Vous savez que lorsqu'on parle de la société du capital investissement, ou bien si on simplifie, la société du capital risque, c'est la société de capital risque qui était derrière toutes ces grandes réussites multinationales aux États-Unis d'Amérique, dans les cités d'informatique. Je ne cite pas les marques, mais tout ce qui est marque du TIC. Dans les GAFEM, dans les... Tout ça, tout ce qu'on voit maintenant, c'était financé par le capital risque, la pratique du capital. Parce que le capital risque, c'est quoi? Il a le même principe que la finance islamique. C'est une prise de participation dans le capital social de l'entreprise ou bien dans un projet, à partir d'un business plan. Alors, il y a beaucoup de points qui ont été évoqués par M. Hachil, M. Mazari. Il y a capital risque, mais l'importance aussi d'avoir des capitaux d'investissement. Mais avant d'arriver à cela, parlez-nous d'abord de ce qui existe. Vous avez un certain nombre de formules. Lorsqu'on rentre sur le site de la banque traditionnelle algérienne, nous avons par exemple formule CPA Seyara, CPA Aqar, Tejhiz. Vous avez déjà un certain nombre de formules pour les clients. Tout à fait. Donc il y a un certain nombre de produits qui sont offerts aux clients. Des produits de financement. Donc on parle de Mourabahat, de Ijarat pour les véhicules, l'ameublement, les équipements et les équipements pour les entreprises dans le cadre de leurs investissements, de l'immobilier également pour les entreprises comme pour les particuliers et les professionnels. Mais nous avons également des comptes d'investissement islamiques. On appelle ça compte d'investissement islamique non restreint, qui offre la possibilité aux particuliers, professionnels et entreprises
d'investir dans l'activité islamique de notre banque et à travers ou bien des livrets d'épargne pour les particuliers ou alors des comptes de dépôt à terme qui sont des DAT islamiques. Donc ça peut aller jusqu'à 60 mois, donc 5 années d'investissement. Et ils vont pouvoir participer dans les revenus qui vont être générés par la fenêtre islamique du CPA et donc avoir des rendements assez conséquents. Et M. Hachel a évoqué quelque chose de très important. On parle de capital risque, mais également et surtout d'instruments de marché. En termes de marché financier, il faut savoir que déjà il y a des projets qui sont en cours de maturation. Il va peut-être bientôt y avoir courant 2023 des Sukuk, ce qu'on appelle Sukuk, qui est un instrument donc de levée de fonds sur les marchés financiers qui va permettre principalement qui va permettre le financement, la levée de fonds pour le financement des infrastructures par exemple publiques. Si demain l'État va émettre des Sukuk souverains, ça va permettre un peu de financer les investissements publics, mais également pour le monde des entreprises corporatifs, donc financement de leurs investissements ou alors d'opérations commerciales tout à fait simples, d'approvisionnement, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que on va pouvoir offrir la chance aux institutionnels, mais également au grand public, de participer dans des opérations de financement d'infrastructures ou d'opérations d'investissement et d'opérations commerciales qui vont avoir des revenus assez conséquents. Et c'est des instruments qui sont Sharia compliance, qui sont conformes aux préceptes de la Sharia. Ça, c'est des formules que vous avez lancées quand ? C'est des formules qui vont être lancées incessamment. Donc il y a des aménagements sur le plan légal et réglementaire qui vont s'opérer très bientôt. Et on va pouvoir, disons, aller dans ce sens-là. Alors, Monsieur Akouche, on parle aussi de la modernisation des banques depuis tout à l'heure, on parle des réformes. Le fait d'avoir signé avec une grande banque, c'est déjà un petit pas vers la modernité. Est-ce que, alors vous avez signé avec un certain nombre de banques, plusieurs, est-ce que c'était facile de signer, de frapper aux portes de ces banques ? Est-ce que la procédure est facile ou alors ça prend des mois et des années ? Non, c'est beaucoup plus un travail et une complémentarité entre les deux équipes. En fait, on avait déjà trouvé le terrain qui était propice. En fait, les banques cherchaient déjà un partenaire, mais il leur fallait un partenaire, d'abord un partenaire sérieux et un partenaire compétent. C'est deux conditions importantes. Et puis, il y a aussi la moralité de l'entreprise et tout Bien ça. Donc, il y avait une compatibilité déjà préparée. Et il y a eu un travail. Il y a un travail parce qu'en fait, la mentalité d'un banquier est tout à fait différente de la mentalité d'un commercial. Donc on a dû un petit peu travailler pour adapter les deux mentalités et évaluer le risque d'abord au sein de l'entreprise avant de le transférer vers la banque. Donc on a dû travailler pendant à peu près 6 mois pour d'abord les essais, pour les procédures, pour le process, pour maîtriser les risques, pour que les deux partenaires comprennent les enjeux l'un de l'autre, malgré que c'est la banque qui finance, donc c'est-à-dire qu'on est obligé de se soumettre à la réglementation, parce qu'en fait c'est pas la banque mais c'est la réglementation, donc on est obligé de la suivre. Mais ça va, donc le travail a été bien encadré donc par les deux parties. On a quand même évolué assez vite et comme on avait quand même de l'expérience sur le traitement des dossiers, donc on va dire la maîtrise s'est faite assez rapidement. Mais toujours est-il que il y a toujours de l'amélioration, il y a toujours du développement à faire, surtout sur le plan rapidité, parce que là, le client, ce qu'on a constaté, le client est toujours pressé de finaliser son dossier. Et là, on peut faire des améliorations sur le traitement, sur la durée du traitement des dossiers, mais pas au détriment de la sécurité. Voilà. Donc, alors, il nous reste 10 minutes avant la fin de cette émission. Nous allons la consacrer peut-être à la finance islamique à travers le monde. Alors, elle n'est pas propre justement aux pays musulmans, mais elle est sur beaucoup de la sphère internationale. L'importance aujourd'hui de capitaliser sur cette finance pour avoir des fonds d'investissement, par exemple, pour notre pays, M. Hachel. Oui, justement, on estime déjà en 2021 à environ 3 000 milliards de dollars dans le cours de la finance islamique. C'est énorme. C'est énorme. La place de Londres et passe aussi par la première 3500 alors, donc on actualise donc c'est très important le PIB je crois des pays
des 22 pays arabes, il est à 2900 milliards de dinars. Donc ça dépasse le PIB, c'est-à-dire le volume de la finance islamique actuellement. 2900 milliards de dollars. 2900 milliards de dollars, bien entendu. Donc, cela veut dire que le développement est dans cette finance. Ça a commencé quand même depuis les années 70, surtout avec, dans certains pays arabes, mais aussi la Malaisie, le Pakistan. Donc, déjà dès les années 70, il y a eu le développement des fonds d'investissement. Et ce qui a fait développer davantage justement la finance islamique, c'est les fonds d'investissement. C'est les marchés financiers. Et c'est cette capacité justement de diversifier les produits financiers, parce que c'est ça qui capte un peu les investisseurs en capital, parce que c'est des investisseurs. Et, bon, c'est vrai, la banque, c'est des épargnants, etc. Il y a des produits classiques qu'on est en train de vendre, comme Ijar, etc., Murabaha. Mais il faudrait y aller vers une diversification davantage des produits de la finance islamique, de façon à les adapter aux besoins de notre économie. Comment on fait, M. Haché, pour attirer ces fonds d'investissement en Algérie? Dites-nous comment. C'est la loi 03, la loi 0311 relative à la monnaie au crédit, donc qui est en réforme. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On revient à la réforme bancaire. Bien sûr, c'est très important pour un peu donner certaines aussi libertés de circulation des capitaux. On est toujours un peu, je dirais, un peu méfiant vis-à-vis de cette liberté de circulation des capitaux. Donc, je termine juste par rapport à cette diversification. Donc, la diversification de la finance islamique est actuellement un enjeu majeur pour notre économie, mais il faut que cette finance islamique soit agressive, c'est-à-dire avec une vision d'investissement et une vision commerciale, et une vision sur des rentabilités, bien entendu. Et par exemple, pour les banques publiques algériennes, donc ils peuvent développer, par exemple, carrément des sociétés de capital risque captives, par exemple, mais avec l'esprit de la finance islamique, même pour les start-up en Algérie. Pourquoi ne pas créer des fonds d'investissement islamiques, mais qui seront dédiés aux start-up? C'est très important de les développer. C'est une option pour vous, M. Mazaré. Vous en sortirez peut-être avec une proposition sur la création d'un fonds d'investissement pour les start-up. Mais M. Haché a utilisé le mot agressif. Il faut être agressif aussi. Vous en conviendrez? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je rappellerai quand même que même à l'international, la finance islamique ne date pas d'aujourd'hui. Il y a quand même un vécu à l'international et on a la chance peut-être de venir un peu tard, mais on peut profiter de l'expérience qui a été capitalisée par ailleurs. Et d'ailleurs, effectivement, les fonds d'investissement sont très importants. D'ailleurs, ça constitue à peu près 5% de l'industrie de finance islamique dans le monde. Il y a également, je rappelle qu'il y a les compagnies Takaful, c'est l'assurance islamique, qui sont autour de 2 à 3% de l'industrie. Les Sukuk sont à peu près à 20% de l'industrie. Et 70%, c'est l'activité bancaire en termes de banque islamique. Et en parlant des 3500 milliards de dollars d'actifs gérés dans les banques par la finance islamique dans le monde, les prévisions de Thomson Reuters pour 2025 sont de 4 940 millions de dinars. De dollars. 4 940 milliards de dollars. Et donc c'est pour dire que c'est quelque chose de très important. Les taux de croissance sont à 2 chiffres. À l'international, c'est à peu près un taux de croissance moyen de 14%. En Algérie, je peux témoigner de l'activité du CPA, c'est des taux de croissance à 2 chiffres. Il y a un engouement, c'est très important. Combien? Vous avez le droit de le dire? Tout dépend des produits aidés, mais c'est au moins 20%. C'est énorme pour une banque d'avoir un taux de croissance à 20%. À l'international, d'ailleurs, l'accélération même de cette finance à l'international, c'est après la crise de 2008. Parce que la résilience de cette finance islamique était prouvée en 2008. Si on la compare à la finance conventionnelle. C'est une finance qui reste connectée à l'économie réelle. Très bien. Il n'y a aucune transaction qui ne soit pas adossée à un actif réel. Ça, c'est important. Donc, c'est un principe. Le principe, c'est que les financements doivent être justement adossés à un actif tangible. Tout à fait. Réel. C'est ça. D'où justement cette pratique qui suscite confiance. Il y a investissement. Et on revient d'ailleurs à un principe de l'économie tout court, c'est qu'on est parti et on a délaissé l'économie réelle au profit de l'économie de la bourse, financiarisation. Exactement, la financiarisation et les bulles financières qui explosent à intervalles
intervalles réguliers et qui nous plonge dans une crise. Et la première crise peut-être aux États-Unis, ce sera la dette des étudiants. Elle a été peut-être, selon les spécialistes, tempérée par la pandémie de Covid-19, mais elle refait surface. Monsieur Akouche, vous voulez réagir? Oui, je voulais oui. vous poser une question, mais allez-y. Je voulais juste un petit peu, en parlant d'agressivité de la finance islamique, que c'est bien que les banques pensent un petit peu à financer les services aussi. Je parle d'études, de voyages, de tourisme. Ça aussi, on a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Est-ce que vous ne financez pas le tourisme? Est-ce que vous ne financez pas les études? Là, c'est quand même un marché assez intéressant qui peut être développé assez rapidement. Et il y a une demande assez importante. Et ce n'est pas interdit de financer des études. Pour le moment, C'est même qu'il y a des projets dans ce sens-là. Ah, très bien, très bien. Moi, je voulais vous poser une autre question, puisqu'on est dans l'international. Vous avez une plateforme aujourd'hui qui est connectée. Elle est en Algérie, elle peut être dans n'importe quel autre pays. Est-ce que vous inspirez aujourd'hui des expériences qui sont devenues mondiales? Les expériences qui viennent des États-Unis, qui viennent de Chine, qui sont beaucoup plus rentables et beaucoup plus grandes en termes de chiffre d'affaires que les expériences américaines. En fait, c'est un petit peu notre projet à l'avenir. En parlant de voitures, en parlant d'autres services, c'est un petit peu notre objectif, c'est d'être un petit peu un noyau et un intermédiaire entre toutes les banques, en fait, les banques de la place et le client final. Donc, non seulement sur l'électroménager, la téléphonie, ce qu'on est en train de faire actuellement, mais aussi faire ça sur d'autres produits. Donc, et puis développer la finance islamique ou les produits de la finance islamique, et sans pour autant que la banque investisse davantage sur les moyens humains ou sur le développement informatique ou le développement digital. Donc c'est l'objectif, c'est un de nos projets futurs pour un petit peu être l'intermédiaire entre les banques et le client final. Et je vous donne le dernier mot aussi pour nous rappeler votre actualité. Rappelez-nous le site web, la plateforme tgis.com.dz. Donc les clients, on invite beaucoup de clients à s'inscrire, au moins par un numéro de téléphone, et on pourra les prendre en charge assez rapidement via le produit du CPA. On est présent. Mohamed Achir. Je voudrais juste dire on estime à 6 000 milliards de dinars de liquidités qui circulent hors circuit bancaire. Donc il y a du potentiel pour la finance islamique pour capter quand même une partie de ces fonds qui circulent hors circuit officiel. Du potentiel, M. Mezari. Plus de guichets, plus de clients, plus le marché d'argent. est très profond. Les canaux de distribution peuvent être diversifiés. Pour preuve, on est en collaboration, en partenariat avec ACM. C'est plus rapide d'aller vers une plateforme électronique que d'aller déployer des agences. Il faut les construire, les aménager, etc. Mais le marché est très profond et nous sommes en plein projet donc pour lancer de nouveaux produits, pour un peu étoffer l'offre qui existe déjà, pour combler les besoins de la clientèle. Le débat est passionnant. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce numéro de l'heure éco. Merci à vous, Mazali Sofiane. Vous êtes chef division finance islamique au niveau du Crédit Populaire d'Algérie. Abdelrani Akouche, vous êtes gérant de la société ACM Algérie Cyber Market. Mohamed Achir, enseignant en économie à l'université Mouloud Maamé. Vous êtes notre consultant économie à Canal Algérie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Elle a été réalisée par Hassan Chakour. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'heure éco. Belle soirée.